Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Notre monde a vécu les périodes de l'évolution humaine selon les progrès de son outillage. Chacun de ceux-ci manifeste son entrée en action par une montée de la vitesse du travail. La dernière concerne le monde numérique et entraîne une accélération qui échappe à tout contrôle, de quoi alimenter l'éveil des philosophes. Jean-Claude Ameisen, professeur de médecine à l'Université Denis Diderot de Paris, et président du Comité consultatif national d'éthique assure sur France Inter depuis 2010 l'émission Sur les épaules de Darwin. Il publie ses contenus sous la forme de plusieurs ouvrages dans lesquels il souligne l'idée du changement perpétuel devenu, grâce à Darwin, un mode de pensée universel. Il voyage à la découverte de nos cousins les oiseaux et les fleurs et de nos lointaines parentes les étoiles. Nous savons que nous sommes des cousins très éloignés des arbres et très proches des bonobos. La même année 2010, Hartmut Rosa, professeur de sociologie à l'université Friedrich Schiller d'Iéna, publie une critique sociale du temps et en 2012 Aliénation et accélération, vers une théorie critique de la modernité tardive. Ces analyses soulignent les effets de l'accélération et recherchent les lieux de décélération possibles. À ces fins, il explore le temps. Déjà en 1830 Goethe diagnostiquait une vitesse de péremption rendant nécessaire de tout réapprendre tous les 5 ans, et Nietzsche à la fin du XIXe regrettait déjà de ne pas pouvoir utiliser son passé comme potentiel. On vit au jour le jour, on vit très vite, on vit de manière irresponsable. Reprenant l'éducation d'Henry Adams, texte autobiographique, Hartmut Rosa cite aussi A Law of Acceleration avec les forces qui transforment le monde des années 1880 à 1890. Chaque jour la nature se révoltait violemment, provoquant ce que l'on qualifiait d'accident, responsable d'énormes destructions de biens et de vies, et elle riait de bon cœur au spectacle de l'homme gémissant, hurlant, mais totalement incapable de s'arrêter, page 62. Dans ses ouvrages, notamment dans le premier, il livre une théorie de l'accélération sociale susceptible de penser ensemble toutes les techniques de changement du rythme de vie qui se manifestent par le stress et le manque de temps. Cette poussée touche l'économie, les techniques de communication et la culture au moins depuis les années 70 pour s'imposer à grande échelle vers 1989 selon la coïncidence de 3 évolutions historiques, politiques avec L', effondrement du monde soviétique, numérique suivant Internet et la télévision par satellite, économique dans la production post-fordiste. Nous savons ainsi que chaque nouvel outil engendre une montée de la vitesse du travail. Devant cette inexorable avancée, l'auteur cherche des lieux de décélération. Cette espérance repose sur la richesse du passé. En effet, celui-ci apporte une stabilité, car il a rencontré et vécu toutes les expériences et il a maintenu la vie jusqu'à nous. Comment définir les situations héritées ? Chacune apporte l'émotion, et celle-ci ouvre tous nos sens à l'accueil des messages réveillés. L'apaisement recherché vient de ce passage d'aujourd'hui à hier. Il relativise l'incertitude et engendre la confiance. Alors l'imagination déclenche la relation mystérieuse que nous recherchons. Le temps contraint modifie toute notre existence et en même temps tous nos outils se trouvent désadaptés de leurs usages et parmi eux le plus précieux de ceux-ci notre langue elle-même. Ainsi Yves Michaud lance en 2014 un avertissement. Les mots n'ont plus le même sens que celui que nous avons appris. Narcisse et les avatars Bernard Grasset Paris 206p août 2014. Au fil du temps, les médiations toujours présentes ont véhiculé la mémoire culturelle et nous recevons celle-ci d'abord pour survivre et pour créer l'avenir. Quelles sont les médiations ? L'écriture, la représentation et la valorisation. Pour comprendre la place de la médiation dans notre étude et accéder à la culture, nous avons suivi le trait saillant de la communication à chaque époque. Nous retenons d'abord que la main experte embellit les parois des grottes rupestres et qu'elle perpétue ses créations, en changeant de support tout au long de l'histoire des hommes. L'écriture, elle, s'affirme dès sa naissance comme outil précis dans un monde de plus en plus élargi et véhicule la pensée à distance. Arrivent enfin les témoins mis en conservation dans l'attente de notre valorisation. Tels sont les musées. Ces 3 médiations retenues sont toutes de longue durée. Elles évoluent tantôt parallèlement, tantôt conjointement, représentation et écriture, et ouvrent l'accès au monde culturel que nous observons.
Chapitre 1 Médiation et représentation. 1.1 Une lente évolution. L'objectif de cette étude est de montrer que la part de l'image qui diffuse la connaissance est une permanence du passé. Les adaptations nombreuses effectuées au cours des âges demeurent encore le plus souvent dans l'ombre. Ainsi s'impose le besoin de dresser un inventaire, même bref, de celle-ci. Alors, sans doute, une réflexion pourra-t-elle s'engager sur le sens profond de l'empreinte de l'image comme outil de médiation des savoirs. Gardons un terme hybride pour orienter ce travail, ethno-histoire de l'image de communication proche de l'histoire, ce qui nous permet d'emprunter à Fernand Braudel les 3 niveaux de traitement du temps. La longue durée, à la limite du mouvant et de l'immobile par ses valeurs longtemps fixes, fait figure d'invariant vis-à-vis des autres histoires plus vives à s'écouler et à s'accomplir qui gravitent autour d'elle. L'image fixe parcourt ainsi tous les cycles de l'humanité. Le temps moyen, l'histoire conjoncturelle, résulte d'un ensemble de facteurs définis par les techniques, ainsi différenciés de ce qui précède. L'image animée s'installe alors dans l'ère industrielle, et cela depuis un siècle. Le temps court, la micro-histoire s'inscrit en surface. Proche de l'événementiel, sans recul suffisant, elle attend l'avenir qu'elle annonce. L'image numérisée ouvre une époque nouvelle. 1.1.1 L'image artisanale. Que représente l'image dans la médiation de la connaissance? Son objectif évolue au fil des siècles. Pour les pharaons, c'est l'obéissance au pouvoir du souverain Dieu. Cette conception perdure à travers les empires avec les portraits des souverains, par exemple François Ier, Louis XIV, les reportages, l'accueil de Marie de Médicis avec les 12 tableaux de Rubens au Louvre, le journalisme historique avec les commémorations des conquêtes, la série des batailles au palais de Versailles. Mais ces pistes nous auraient éloignés provisoirement de la vue globale que nous recherchons. Nous avons retenu l'image de communication de l'Église parce qu'elle a donné lieu à une transmission organisée, où l'image représentait le véhicule permanent du contenu, avec un vaste corpus sommairement accessible. Dans l'image fixe, nous n'avons pas exploré les tapisseries d'une manière générale, dont la charge informative a été utilisée dans certaines émissions de télévision, la tapisserie de Bayeux, la bataille de Hastings, 1066, dans la série TV Les Grandes Batailles de l'ORTF. Pas davantage nous n'avons pu nous arrêter pour l'instant sur les enluminures des manuscrits, sur les vitraux, comme sur les chapiteaux et les tympans des cathédrales qui abondent en iconographie pour convaincre. On imagine pourtant la foule de fidèles vivant leur rôle d'enseigner par ces images, dans les lieux de culte. Plus près de nous, les images d'Épinal et les bandes dessinées riches de facteurs de formation entreront un jour dans un corpus élargi. Pour l'image animée, le gisement de Walt Disney, les archives des différentes spécialités, depuis la médecine, le sport, la botanique, l'architecture, les sciences de l'espace, pour n'en citer que quelques-unes, trouveront motif à partenariat pour des recherches futures sur l'image de formation. Le choix effectué ici repose sur plusieurs critères dont les progrès techniques de fabrication et de diffusion. Nous n'avons pris en compte que les plus saillants et leur moment d'apparition manquent souvent de précision, faute de recherche antérieure. Le temps d'évolution très lent d'abord n'a pas cessé de s'accélérer, et nous avons des difficultés pour l'heure à en situer le rythme. L'image représente aujourd'hui un territoire de la communication d'un parcours complexe, tantôt comme icône, signe garanti par toutes les instances officielles, tantôt comme idole séduisante et prête à se perdre en perdant ses admirateurs. En cherchant la clé de cet état, nous avons souhaité retrouver les sources des 2 appellations de l'image icône et idole. C'est ainsi, par la querelle des images et le concile de Nicée II de 787, que le passé nous a offert une piste officielle où l'objectif de formation demeure présent, une piste qui perdure jusqu'à nos jours avec toutes les variations possibles du mot image et du mot formation. Dans ce contexte, l'image est liée au pouvoir ou à la religion. Dès les peintures pariétales, elle apporte la mimésis et son mystère, en laissant transparaître les formes d'une vie suspendue, mais dès le Paléolithique, les œuvres atteignent le savoir-faire réaliste. L'Égypte antique peut se définir comme une civilisation de l'image. Fixée dans ses fonctions et dans ses expressions, l'image a traversé, presque inchangée, plusieurs millénaires. L'organisation religieuse règle la vie individuelle, et la société elle-même. Seule la réforme d'Amenophis IV apporte un changement temporaire dans le style,
avec l'adoration du soleil, 1372 à 1354. Tout est prévu pour le passage vers la mort et vers la vie future. On peint un récit, filme avant la chose, sur des activités du défunt et on n'oublie ni sa subsistance ni ses loisirs. Tous les objets stylisés sont néanmoins identifiables. Les personnages eux-mêmes, par leurs vêtements et par leur taille, liés à leur pouvoir et à leur rang, décrivent une société immuable. Cependant, le point de départ de l'extraordinaire richesse de cette réserve d'images est bien l'observation de la nature. Les scènes du Nil avec les bateaux et les fleurs de lotus, le papyrus, les oiseaux, les animaux divins comme le faucon, le serpent, le mouton sont saisis et sacralisés. Poussant plus loin la fonction de l'image avec la schématisation, on aboutit à l'écriture égyptienne. Les caractères hiéroglyphiques renvoient les archétypes cueillis à partir de la nature, cas unique d'un monde où la communication s'opère par l'image à tous les niveaux, avec une sémiologie des signes fixés. Ainsi, en Égypte, l'image traduit l'autorité. Elle instruit les hommes illettrés, mais voyants, capables de voir. Elle assume leur formation continue à l'obéissance ou à la soumission, pour les deux royaumes, terrestres et religieux. Ce système iconographique n'évolue, au fil des siècles, que dans l'habillage, et il demeure contraignant et efficace. Cela explique le désir de toute monarchie de conserver pour elle cette puissance, sans la partager avec la religion. L'Église chrétienne confrontée à l'influence du paganisme, a accepté l'usage existentiel des images pour sécuriser les nouveaux convertis, fragilisés par l'abandon de leurs idoles. Le texte le plus cité est la lettre du pape Grégoire le Grand à l'évêque Sérénius de Marseille en 600. Après avoir dénoncé l'iconoclasme et l'idolâtrie, il définit les fonctions positives assignées aux peintures. La fonction d'instruction, spécialement pour les illettrés. En voyant les images, ils pourront comprendre l'histoire sainte. La peinture est aux illettrés, les laïcs proches encore du paganisme, ce que l'écriture est aux clercs seuls capables de lire. L'image fixe dans la mémoire l'histoire représentée, laquelle renvoie au passé pour le rendre présent. L'image agit avec la dimension affective et permet d'atteindre les choses invisibles au moyen des choses visibles. Au 8e siècle, les opposants organisent à Byzance un parti iconoclaste, soutenu par les empereurs, dont Constantin V. Son objectif est de faire cesser toute représentation figurée de la Trinité. Ce que l'histoire a nommé la querelle des images, marque pour la première fois, semble-t-il, une prise de conscience officielle du rôle de l'image dans notre civilisation lors du concile de Nicée II, 787. Elle est menée à la victoire par des hommes de talent et de conviction dont Nicéphore, 758 à 828, qui fut patriarche avant de mourir en exil pour défendre l'iconophilie. Il a laissé un discours contre les iconoclastes, véritable traité de l'histoire de la pensée concernant l'icône et sa légitimité. Il médite sur la nature de toute image, et l'impossibilité de penser et de gouverner sans elle. Pour lui, la vue étant plus prompte que l'ouïe, l'image qui instruit touchera plus sûrement et plus rapidement que le discours. Et encore, émouvoir et séduire, c'est se frayer un chemin non pas dans l'esprit, mais dans le corps tout entier de l'auditeur ou du spectateur, et en l'habitant devenir le maître de ce qu'il digère et de ce qu'il rejette. Pour convaincre, il répète sa pensée en précisant « Autant le fait est au-dessus du discours, autant l'imitation et la ressemblance formelle du fait l'emporteront sur le son du discours pour nous faire connaître des choses dans leur clarté, car la vue est plus efficace que l'ouïe pour emporter la conviction et elle n'occupe absolument pas une place secondaire. » L'œuvre accomplie lors du concile de Nicée II bâtit un édifice historique et universel sur la base de l'icône que Nicéphore définit ainsi. Elle vient du verbe eiko qui veut dire « je suis pareil ». À ce verbe eiko vient s'ajouter la terminaison n qui donne eikon, qui signifie réplique, 280d. Selon M. J. Monzin, vouloir régner sur la planète entière par l'organisation d'un empire qui tira sa puissance et son autorité de l'articulation du visuel à l'imaginaire, fut le vrai génie du christianisme. En 843, le culte des images est officiellement et définitivement rétabli à Byzance par l'impératrice Théodora. Le pape Nicolas Ier, en 863, réunit un synode à Rome qui réaffirme la légitimité des images et établit une équivalence absolue entre les fonctions des mots de l'écriture et celles des couleurs des peintures. De la fin des Carolingiens jusqu'à l'âge d'or des Capétiens, les siècles ont laissé les trésors architecturaux que de nos jours,
l'UNESCO a reconnu comme le bien mondial. Déjà, Saint Benoît 490 à 547 déclare organiser une école au service du divin Seigneur. Saint Bernard 1090 à 1153 différencie les moines dont toute l'existence est ordonnée à Dieu, du peuple qui a besoin d'images évocatrices non seulement de Dieu, mais des visions de l'enfer que son imagination réclame. Dans une chrétienté qui enseigne et consolide ses pouvoirs sur un territoire en croissance économique, les pèlerinages élargissent encore les frontières par les croisades. Qu'il s'agisse de Saint Bernard parcourant l'Europe à dos de mule, ou de Saint Louis mobilisant sa flotte avec la création des ports adéquats, on transporte toujours l'image symbole qui encourage et qui protège. Elle n'est plus seulement conçue comme un signe ou un ornement, elle devient le lieu d'une possible représentation du Christ, de la Vierge et des saints, d'une représentation du spirituel, de l'invisible et de l'au-delà. Ainsi s'affirment les symboles chrétiens lesquels franchiront les siècles. Parallèlement, les deux styles roman et gothique pourraient définir les édifices. Le premier reste visible dans le sud et surtout en Bourgogne, l'autre est présent dans la moitié nord de la France, là où les prélats forment un milieu riche et homogène, étroitement lié au renouveau des études et au milieu urbain. C'est en son sein que s'affirme le goût pour les nouvelles formes, excité par une véritable émulation. Le gothique se présente comme un nouveau langage formel issu de l'association inédite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.